Turkish Airlines presents Business Africa. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de Business Africa. Voici les titres de cette semaine. Rendre le secteur créatif africain plus rentable, nous analysons comment l'industrie créative africaine en plein essor transforme son influence en valeur économique. Les embouteillages paralysent de plus en plus la capitale économique de la Tanzanie. Alors que la ville se rapproche du statut de mégapole, cette situation a de lourdes conséquences économiques. L'Afrique subsaharienne franchit le cap du milliard de comptes de mobile money. Pendant ce temps, les opérateurs télécoms consolident leur position de force financière dominante. Alors que les artistes africains dominent les classements mondiaux, les podiums de mode et les plateformes de streaming, une nouvelle dynamique vise à transformer cette influence culturelle en valeur économique tangible. Des récentes déclarations du G20 aux réformes juridiques majeures au Nigeria, les fondations de l'économie créative africaine sont en pleine reconstruction. Voyons comment ces changements structurels permettent enfin aux créateurs d'utiliser leur art comme garantie financière. Pendant des décennies, le secteur créatif africain a été célébré pour son dynamisme, mais il est resté l'un des atouts les plus sous-évalués du continent. Mais l'année 2025 a marqué un tournant historique. La percée décisive a eu lieu en novembre dernier lors du sommet du G20 à Johannesburg, où, pour la première fois, les dirigeants mondiaux ont officiellement reconnu l'économie créative comme un pilier central de la stratégie industrielle mondiale. Historiquement, les talents africains ont été piégés dans un écosystème juridique fragmenté, un réseau de 54 cadres nationaux différents qui manquent souvent d'harmonisation. Cette fragmentation a rendu les créateurs vulnérables aux acquisitions internationales de droits d'auteur, avec plus de 22 milliards de dollars dépensés dans le monde pour l'acquisition de catalogues ces dernières années, laissant souvent les auteurs africains originaux sans propriété ni royalties à long terme. Mais deux solutions locales sont en train de se mettre en place pour combler ce déficit de financement de 42 milliards de dollars. L'approbation historique de la politique nationale de propriété intellectuelle du Nigeria le mois dernier change la donne. Elle établit un cadre dans lequel la propriété intellectuelle peut enfin être utilisée comme garantie bancaire, transformant les chansons et les films immatériels en capital réel. Un rapport récent de l'UNESCO apporte une preuve supplémentaire de ce potentiel en révélant que le secteur de l'édition en Afrique pourrait à lui seul valoir 18,5 milliards de dollars par an si les barrières structurelles étaient supprimées. Et pour décrypter cette évolution, nous recevons Aïdou Maïkori, expert des industries créatives. Merci à vous de nous avoir rejoints. Est-ce que nous devrions chercher des solutions régionales pour protéger nos créateurs ? Prenons l'exemple de la CEDEAO qui regroupe les États d'Afrique de l'Ouest. Ils pourraient mettre en place un régime de droits d'auteur auquel ils adhéreraient tous et qui donnerait une base de référence disant « Ok, voici nos aspirations ». L'idée est de donner plus de pouvoir aux créateurs. Il s'agit d'assurer qu'ils sont également propriétaires de ce qu'ils créent, car je pense que c'est l'un des aspects auxquels nous devons être très attentifs. C'est que sur le marché où circule beaucoup d'argent, il y a le rapport de l'OMP qui montre que dans le monde, de l'acquisition des droits d'auteur, des acquisitions de catalogues à travers le monde, plus de 22 milliards de dollars américains ont été consacrés au cours des 5 dernières années à l'acquisition de droits d'auteur et à la possibilité d'investir dans ce domaine. Parce qu'aujourd'hui, les droits d'auteur sont devenus une valeur sûre. Vous pouvez titriser un investissement avec des droits d'auteur. Vous avez réalisé des films à succès. Vous avez vendu des millions de disques. Vous avez vendu 10 millions de vêtements. Vous avez fait vos preuves. Cela signifie que je peux réellement lever des fonds grâce à mes ventes et que je peux même céder ces droits. Le problème est donc qu'il n'existe pas de modèle unique qui convienne à tous les pays africains. L'Afrique doit peut-être d'abord développer son propre système régional. L'accord AFCT, je pense, est un excellent moyen de socialiser tout cela et de s'assurer que tous les pays, dans la mesure du possible, s'engagent dans cette voie grâce au traité. Quels sont les pièges les plus dangereux auxquels les créateurs africains sont confrontés lorsqu'ils signent des contrats internationaux ? Premièrement, vous passez des contrats avec des parties et des juridictions que vous ne comprenez pas. Vous constaterez donc qu'il existe de nombreux contrats provenant des États-Unis ou du Royaume-Uni qui stipulent que la loi américaine s'applique. Mais qu'est-ce que la loi américaine ? Et la loi de New York est-elle la même que celle de Californie ? Ce n'est pas le cas. Vous vous engagez donc dans une procédure qui va vous coûter cher. Cela va vous prendre beaucoup de temps, car même les frais de vol vont poser problème si vous devez vous déplacer pour vous défendre. Et troisièmement,
parce que vous ne disposez même pas cette fois-ci de la structure. Vous avancez donc à l'aveuglette, littéralement. Que se passe-t-il alors en cas de litige? Vous ne pouvez même pas vous défendre de manière adéquate. Et si vous ramenez l'affaire au Nigeria, au Ghana ou en Afrique du Sud, vous n'avez pas compétence. Vous avez donc perdu de la valeur. C'est la première chose que vous devez comprendre à ce sujet. La deuxième chose concerne l'application même de la loi. Comment faire respecter des droits d'auteur lorsque vous n'êtes même pas enregistré dans certaines juridictions où vous pouvez le faire respecter? La troisième chose concerne simplement l'éducation de base. Nous devons être en mesure de développer de meilleurs moyens de financer la protection des droits d'auteur. Au-delà des réformes politiques, quelles mesures concrètes sont les plus cruciales pour garantir une monétisation durable du travail des créateurs sur le long terme? Je pense que l'éducation est vraiment importante. Comprenons-nous les droits dont nous disposons. Comprenons-nous par exemple qu'il est possible de créer un film pour Netflix, Amazon ou toute autre plateforme et que vous pouvez simplement leur accorder une licence et récupérer vos droits après 3 ou 4 ans. Cela signifie que vous ne pouvez pas récupérer vos produits, ni l'exploiter ou le diffuser sur différentes plateformes. De cette façon, vous gagnez de l'argent à perpétuité. Et nous avons parlé de mesures pratiques à prendre pour y parvenir. Il faut des plateformes très claires pour l'enseignement dans les écoles. En fait, les droits de propriété intellectuelle devraient faire partie du programme scolaire dès le plus jeune âge. Dès l'âge de 11 à 12 ans, voire dès le collège, il faut comprendre ce que signifie la propriété. Il faut comprendre ce que signifie l'octroi d'une licence. Merci, M. Maïkori, d'avoir répondu à nos questions. Je vous remercie. Dar el Salam, qui compte environ 6 millions d'habitants, connaît une croissance fulgurante, mais la ville peine à assurer la mobilité. Malgré le transfert de la majorité des bureaux des ministères vers la capitale politique, les embouteillages continuent de freiner la productivité. Reportage d'Isaac Lukondo pour Africa News. Les embouteillages sont une réalité quotidienne à Dar es Salaam, la capitale commerciale de la Tanzanie. Les experts estiment qu'il coûte près d'1 milliard de dollars à l'économie de la ville chaque année. Un trajet qui devrait durer 5 minutes peut durer jusqu'à 1 heure. Et un parcours de 30 minutes peut prendre 2 heures. Les embouteillages sont devenus un problème grave et le gouvernement doit s'en saisir de toute urgence. Pour tenter de désengorger la circulation, le gouvernement souhaite investir dans la modernisation des routes, la construction d'échangeurs et de ponts, ainsi que l'extension du réseau de bus express de la ville circulant en site propre. Un réseau ferroviaire régional montrerait vraiment que Dar es Salaam est bien plus qu'une simple ville. Elle connaît une croissance rapide et se dote d'infrastructures modernes et solides. Mais avec un coût dépassant les 148 millions de dollars pour la 3e phase du réseau de bus Dar Transit Rapide, ces projets ont un prix élevé et le financement n'est pas toujours facile à trouver. L'État ne peut pas fournir à lui seul tout le capital nécessaire et celui-ci provient en grande partie du secteur privé. Les partenariats publics-privés constituent donc l'un des meilleurs moyens de garantir la réalisation de projets à long terme dans des délais plus courts. À mesure que les villes africaines s'urbanisent, des experts alertent sur une crise imminente de la mobilité alimentée par des routes dégradées, des transports publics insuffisants et une urbanisation mal maîtrisée entraînant une perte de croissance, une augmentation des émissions de CO2 et davantage d'inégalités. Les récentes performances de MTN envoient un signal clair. Le mobile money n'est plus seulement un service pratique, c'est une véritable puissance financière. En 2024, l'Afrique subsaharienne a franchi un cap historique avec plus de 1,1 milliard de comptes de mobile money enregistrés, soit plus de la moitié du total mondial. Dans les pays africains à faible revenu, 32% des adultes disposent désormais d'un compte de paiement mobile, tandis que seuls 26% détiennent un compte bancaire traditionnel. Cette prédominance s'explique en grande partie par l'existence d'un vaste réseau de points de service de proximité, dont la couverture est aujourd'hui 20 fois supérieure à celle des agences bancaires à l'échelle du continent. À mon sens, les banques doivent avant tout conserver un élément clé,
le lien direct avec le client. Cela suppose de proposer un parcours mobile clair et fluide dès l'inscription et dans l'usage quotidien, avec un niveau de simplicité comparable à celui offert par les opérateurs télécoms. L'an dernier, les revenus des activités fintech de MTN ont progressé de 28,5% à taux de change constant pour un volume de transactions traitées atteignant 342,3 milliards de dollars. À mesure que les télécoms étendent leur offre à des services à plus forte valeur ajoutée, tels que les paiements marchands et les microcrédits, les banques s'efforcent de préserver leur pertinence. Il faut un cadre de règles communes, simple et compréhensible par tous. Les opérateurs télécoms doivent bien intégrer que leur rôle est d'apporter l'échelle et la capacité de déploiement, tandis que les banques restent responsables des dépôts et de l'octroi de crédit. Les rôles sont distincts, sans zone de chevauchement. C'est à cette condition que les partenariats pourront se renforcer et produire de vrais résultats. À mesure que l'open banking se développe, la frontière entre télécom et banque s'estompe, donnant naissance à une économie numérique qui a contribué à hauteur de 220 milliards de dollars au PIB africain rien qu'en 2024. Et c'est la fin de cette édition de Business Africa. Merci de nous avoir suivis. Pour plus d'actualités économiques et d'analyses approfondies, restez sur Africa News ou rendez-vous sur africanews.com. See you soon. Business Africa was presented by Turkish Airlines.